Depuis qu'elle se souvient, Inès a vécu dans l'ombre de Clara. C'était comme si leur maison, pourtant baignée de lumière chaque matin, projetait toujours une ombre précise, constante, là où elle se trouvait. Clara, avec ses cheveux dorés soigneusement coiffés, et son sourire étudié, était la petite étoile familiale. Elle est fragile, disait leur mère. Il faut la protéger, ajoutait leur père. Et pour Inès? Tu es forte, ma chérie. Tu comprends. Oui, Inès comprenait. Elle comprenait ce que signifiait être celle qu'on oublie de féliciter après un prix scolaire. Elle comprenait ce que signifiait entendre parler des rêves de Clara, comme s'ils étaient collectifs, presque sacrés, alors que les siens demeuraient toujours trop ambitieux, trop froids, trop techniques. Elle comprenait, en silence, que son amour ne suffisait jamais à équilibrer la balance. Les repas de famille étaient le théâtre répétitif des mêmes scènes. Clara racontait son quotidien, ses envies, ses nouvelles obsessions éphémères, un club de dessin, un nouveau cercle d'amis, une tenue pour une soirée imaginaire. Tout cela était écouté avec admiration. Quand Inès mentionnait une réussite, une note, l'angoisse d'un entretien, l'attention glissait doucement. C'est bien, mais t'es déjà naturellement douée, toi. Alors elle s'est tue, un peu plus à chaque fois. Se repliant dans ses livres, ses projets de codage, ses rêves silencieux d'école lointaine. Elle ne cherchait pas la gloire, seulement de l'espace pour exister. Clara, elle, rayonnait. Même ses erreurs devenaient des anecdotes charmantes. Quand elle dépensait sans compter, on parlait d'esprit libre. Quand elle évitait les responsabilités, c'était son tempérament artistique. Inès se demandait si ses parents voyaient encore qui elle était, ou s'ils n'avaient jamais vraiment regardé. Elle ne jalousait pas sa sœur. Ce qu'elle enviait, c'était le droit d'être écoutée sans condition, le luxe de ne pas avoir à se battre pour chaque miette d'attention. Dans cette maison, la lumière lui avait été refusée. Alors, discrètement, elle apprit à grandir dans l'ombre depuis toute petite. Inès Moreau nourrissait un rêve qui dépassait les murs de sa maison. Tandis que Clara exigeait de nouvelles robes et des fêtes grandioses pour ses anniversaires, Inès se plongeait dans les livres, se passionnait pour les casse-têtes logiques, les démonstrations mathématiques et les mystères des circuits imprimés. Plus que tout, elle voulait devenir ingénieure informatique, construire des systèmes capables de changer le monde en silence, comme elle. Ce rêve, elle l'avait forgé seule, dans l'ombre des préférences familiales. Elle aimait se rappeler les heures passées à modifier un vieux ordinateur offert par son parrain, ou les soirées à coder de petits jeux en Python sur sa clé USB. Son monde était numérique, ordonné, logique, exactement l'inverse de l'univers chaotique de la maison Moreau, où les cris de Clara, et les exigences de surface, couvraient les silences profonds. Quand la lettre d'admission de l'école d'ingénierie de Lyon était arrivée, Inès n'avait pas sauté de joie. Elle était restée figée. Là, noir sur blanc, son rêve prenait forme. Elle avait réussi par sa seule volonté, sans aide particulière, sans encouragement bruyant. Elle s'était même dite, un instant, que ses parents verraient enfin en elle quelque chose à soutenir. Une fierté possible. Pendant quelques semaines, elle avait osé y croire. Elle avait comparé les logements disponibles, calculé son budget en ajoutant sa bourse, et le soutien promis par ses parents. Elle s'était imaginée, carnet à la main, dans un amphithéâtre de béton, entourée d'étudiants passionnés. Elle avait même acheté un vêtement neuf pour la rentrée, une chemise d'un bleu foncé, sobre mais élégante. Ce rêve-là n'était pas une lubie ni une revanche. C'était un espoir calme, profond. Celui d'une vie choisie, guidée non par l'approbation d'autrui, mais par l'amour de la connaissance, de l'indépendance, de la rigueur. Un rêve noble dans sa simplicité. Inès ne voulait pas briller pour éblouir. Elle voulait bâtir, pas qu'on la regarde, mais pour laisser une trace. Et le tribunal semblait figé dans une gravité presque solennelle. Inès, droite et sereine dans sa tenue sobre, tenait dans ses mains un dossier épais. À sa droite, son avocat, celui que tout le monde appelait Tonton Luc, son parrain, qui l'avait accueilli 2 ans plus tôt, jetait des regards précis vers la table adverse, où siégeaient Élise et Marc, les visages tirés, visiblement mal préparés. Clara, absente lors des premières audiences, s'était finalement déplacée. Elle évitait soigneusement de croiser le regard de sa sœur. Le juge demanda à Inès de s'exprimer. Sa voix, posée, récitait les faits, ni tremblante, ni vindicative. Elle déroulait les dates, les montants prélevés, les transferts illégaux depuis le compte d'épargne placé à son nom à sa naissance. Elle cita même un message vocal laissé par sa mère, dans lequel cette dernière parlait de faire un bon usage de l'héritage pour offrir une chance à la vraie artiste de la famille. L'audience, courte mais dense,
laissa aux parents peu d'occasion de se défendre. À court d'explications, Marc osa évoquer l'amour parental, mais le juge répondit, ferme, l'amour ne justifie pas les infractions. Il déclara que l'ensemble des fonds prélevés sans consentement devaient être restitués, avec intérêt, dans un délai de 6 mois. Une indemnité fut également garantie pour préjudice moral. Lorsque la sentence fut prononcée, le silence pesa lourd. Inès se contenta d'un hochement de tête, remerciant brièvement le juge. Sur le parvis du tribunal, elle refusait les caméras opportunistes, tournant simplement les talons. Elle avait gagné, non par vengeance, mais par intégrité. Ce soir-là, elle rentra chez elle, dans son petit appartement à Lyon, sobre mais lumineux, et plaça la décision du juge dans un tiroir. Ce n'était pas un fait, mais un point final. L'appel qu'elle reçut d'un inconnu voulant entendre son histoire resta sans réponse. Pour elle, la justice avait parlé. Le passé n'exigeait plus d'explications. C'était un matin gris, d'un silence accablant. La maison semblait figée dans une vitrification d'apparence. Inès, assise au bord de son lit, entendait les pas précipités de Clara en haut de l'escalier, les éclats de voix étouffés de ses parents, déjà focalisés sur les valises direction Paris. Elle, en revanche, n'avait plus rien à préparer. Ce matin-là, elle ne prit pas le petit déjeuner en famille. Elle laissa tourner la bouilloire dans le vide, observa sans émotion le toast brûlé. Puis elle referma doucement la porte de sa chambre sur 19 années de silence avalé. Quand elle quitta la maison, elle ne claqua pas la porte. Pas de cri, pas de drame. Rien que le crissement d'un sac à dos contre son manteau usé, et ses pas mesurés sur les pavés du quartier encore endormis. Elle ne laissa pas de mots. Il ne lui en aurait laissé aucun. C'était ainsi qu'agissait l'effort. Non pas dans les hurlements, mais dans l'action. Dans le choix de se taire pour mieux bâtir. Inès n'était pas née pour s'effondrer. Elle avait résisté à l'indifférence, puis à la trahison. Maintenant, elle se tenait debout, droite, les larmes rentrées depuis longtemps. Chez son parrain, quand il lui ouvrit la porte à Bordeaux avec une expression d'incompréhension, elle prononça simplement « Je ne demande pas qu'on me croie. Seulement qu'on m'écoute, et cela suffit. » Ce jour-là, un chapitre s'est refermé. Pas celui d'une famille fracturée, non, celui de l'illusion. Le silence qu'elle portait en elle n'était plus celui de la résignation. C'était le silence du roc qu'on affûte avant la tempête. Pendant que Clara s'exposait à des flashs éphémères, Inès creusait en silence sa trajectoire. Chaque ligne de code apprise à la lueur de son écran, chaque heure passée à classer les preuves, chaque nuit de doute, tout cela s'ancrait dans une force tranquille. Car les plus forts ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui avancent, contre le vent, sans demander qu'on les voie. Jusqu'au jour où on ne peut plus les ignorer. Et la maison semblait endormie, paisible. Une lumière vacillait sous la porte de la cuisine, et on entendait, à peine, le tic-tac fatigué de l'horloge murale. Inès avait cessé depuis longtemps d'essayer de décrypter le silence de ses parents. Ce soir-là, pourtant, elle s'était levée, poussée par une intuition sourde. En bas, des voix basses, précipitées. Elle s'approcha doucement, pieds nus sur le carrelage froid, et tendit l'oreille derrière la porte entr'ouverte du salon. « Tu sais que c'est risqué, Élise. Ce compte était à son nom. Tu prends un énorme pari. » C'était la voix de son parrain, l'oncle Benoît, un homme austère mais droit. La réponse de sa mère fut tout aussi sèche. Elle n'en saura rien. Elle n'a pas besoin de cet argent. Clara, elle, a du pot. Entière. Elle peut réussir, avec un peu de chance et de soutien. Un frisson parcourut la colonne d'Inès. Son cœur s'était suspendu. Chaque mot échangé confirmait ce qu'elle n'avait jusqu'ici osé croire. On lui avait volé. Pas seulement de l'argent. On lui avait arraché l'avenir qu'elle avait bâti à force de nuits blanches, de sacrifices silencieux. Elle se recula lentement, comme si le sol sous ses pieds venait de basculer. Sa chambre, à l'étage, lui parut soudain étrangère. Les petits trophées d'école alignés sur l'étagère, le tableau de liège gribouillé de formules mathématiques, tout paraissait dérisoire face à la trahison murmurée derrière cette porte. Dans le miroir, elle se vit. Pas les traits d'une victime, mais un calme étrange, une clarté nouvelle. Son regard était ferme. Ce soir, elle venait de naître autrement. Elle ne réclamerait pas la justice, elle la bâtirait elle-même. Et quand elle se recoucha, le cœur battant, Inès savait déjà qu'elle ne poserait plus jamais de questions. Mais qu'un jour, elle en fournirait les réponses, à sa façon. C'était un soir d'été, un de ceux où la chaleur tarde à se dissiper, et où les fenêtres restent ouvertes plus longtemps que nécessaire. Inès descendait chercher un verre d'eau quand elle s'arrêta net dans l'escalier.
Des voix basses s'élevaient du salon. Elle reconnut celle de sa mère, posée, presque satisfaite, et celle de son oncle, plus grave. Leurs mots étaient étouffés, mais une phrase traversa l'air comme une lame. On a utilisé le compte d'Inès. Celui que maman lui avait laissé. Il fallait bien couvrir les frais de Clara. Ce n'était pas une erreur, ni une discussion à corriger. C'était un aveu. Un complot domestique ourdi dans la routine de leur pavillon tranquille. Inès resta figée, le cœur martelant, incapable de bouger. Elle avait grandi avec la certitude que ce compte, un modeste héritage de sa grand-mère adorée, serait la fondation de son avenir. Sa grand-mère le répétait avant de mourir. « Ma chérie, ce sera ton tremplin. Je veux que tu sois libre. » Mais tout avait été balayé pour financer le caprice d'une sœur qui improvisait sa vie comme un défilé de mode. Inès sentit quelque chose basculer en elle. Une ligne invisible venait d'être franchie. C'était plus qu'un refus, plus qu'un sacrifice. C'était un vol. Un acte froid, prémédité, commis par ceux-là même qui auraient dû protéger son avenir. Elle revint dans sa chambre sans bruit. Plus aucune illusion ne tenait. Pas de confrontation, pas de cri. Non, pas cette fois. Son regard se posa sur une photo posée près de son bureau. Un cliché d'elle, petite, dans les bras de sa grand-mère, sourire vrai, intact. Elle murmura un merci silencieux, puis se leva pour écrire. Pas un message. Une décision. Il lui avait volé son héritage, mais en secret, il venait de lui offrir une arme bien plus redoutable, la vérité. Et le courage de la porter sans faillir. Clara monta dans le train pour Paris sous les flashs du port. Hable de leur mère, radieuse. Inès, elle, resta dans l'ombre du quai, silencieuse. Personne ne remarqua l'absence de valise dans ses mains. Personne ne demanda où elle allait après ce dernier au revoir. Et c'était bien ainsi. Le soir même, la maison semblait plus vide que jamais. Les rires artificiels de ses parents ne masquaient plus les raflures profondes qui zébraient depuis longtemps leur relation. Inès prit son sac, quelques vêtements, son ordinateur, et glissa sans bruit dans la nuit. Elle n'avait laissé qu'un mot sur son bureau. Ne m'attendez pas. Pas une accusation. Juste une décision. Elle prit un bus pour Bordeaux à l'aube, le cœur lourd mais étonnamment calme. Là-bas, Didier, son parrain et vieil ami de sa défunte grand-mère, l'accueillit sans poser de questions. Lorsqu'elle lui révéla ce que ses parents avaient fait, son héritage confisqué, ses études sacrifiées, elle vit son visage se crisper de colère contenue. Il n'était pas avocat de métier par hasard. Sans hésiter, il proposa son aide, logement, protection et surtout justice. Commencèrent alors les premiers jours d'une nouvelle vie. Une vie sans repère, mais au choix enfin libre. Inès, qui jusqu'alors n'obéissait qu'aux attentes, découvrait le silence salutaire d'une maison sans jugement. Les premières semaines furent dures. Servir des cafés le matin, prendre le bus pour aller au cybercentre, coder seul des après-midi entiers. C'était dur, mais c'était à elle. Peu à peu, ces nuits remplies de doutes devinrent nourries de plans et de certitudes. Elle n'avait plus de place dans cette famille, mais elle pouvait construire sa place dans le monde. Et si vengeance il devait y avoir, ce ne serait pas dans la colère. Ce serait dans la clarté, dans la vérité. Elle avait disparu à leurs yeux. Mais, dans l'ombre, elle tissait déjà sa résurrection. Le silence du train, ponctué seulement par le frottement des roues sur les rails, permettait à Inès de respirer pour la première fois depuis des semaines. Son sac était léger, juste assez de vêtements, quelques cahiers, son ordinateur. Pas de souvenirs emportés. Elle avait laissé derrière elle une maison devenue étrangère, un silence trop épais entre les murs, et un regard, le sien dans le miroir, qu'elle ne reconnaissait plus. Lorsqu'elle descendit à Bordeaux, l'air était plus frais, presque apaisant. Son parrain, Lucien, un vieil homme élégant au regard franc, l'attendait à la sortie de la gare. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans, la famille s'était éloignée, comme souvent. Mais sa grand-mère lui parlait toujours de lui, comme d'un roc. Inès ne lui raconta pas tout ce soir-là. Elle montra juste les relevés bancaires, le certificat de donation signé au nom d'Inès à ses 12 ans, et les messages échangés entre ses parents. Lucien, d'abord silencieux, serra les dents et murmura « On va s'occuper de ça ». Les semaines suivantes furent un mélange étrange de fatigue et de soulagement. Lucien, à sa manière discrète, la logea d'Anne. Est-ce un petit appartement non loin de chez lui, à 2 pas du tram. Il la guida dans les démarches juridiques, contacta un notaire de confiance, monta le dossier avec la précision d'un horloger. Le mot vol ne quitta jamais ses lèvres, mais son regard disait le reste. Inès, de son côté, reprit lentement pied. Le jour,
elle travaillait dans un café près de la place Peiberland. Le soir, elle enchaînait tutoriels et cours en ligne, redonnant vie à ce rêve que d'autres avaient tenté d'éteindre. Elle code, gribouille des schémas réseau sur son carnet. Elle avance. Il y avait encore des nuits peuplées de colère muette, des souvenirs en sourdine. Mais Bordeaux devenait un abri, un lieu de recommencement. Ici, elle n'était plus la fille forte, derrière laquelle on dissimule l'ingrat. Elle était simplement Inès. Et ce simple fait, déjà, était une victoire. Et le soir était long, glacé, habité d'un silence que même le bourdonnement d'un vieux ventilateur n'arrivait pas à contredire. Inès, installée sur un matelas au sol dans la petite chambre que lui avait offerte son parrain, passait ses nuits à coder, à lire, à apprendre. Chaque ligne de code était une bouée dans un océan d'incertitude. Elle ne dormait presque pas. Pas par insomnie, par choix. Le sommeil appartenait à une époque où quelqu'un veillait sur elle. Cette époque était révolue. Durant la journée, elle servait des cafés, effaçait ses cernes d'un trait de crayon sous les yeux, et souriait légèrement aux clients. Personne ne savait que cette jeune serveuse aux gestes précis était en train de bâtir une revanche. Une revanche sans haine, mais élaborée comme une composition musicale rigoureuse, où chaque note avait son rôle dans l'harmonie du futur qu'elle imaginait, un futur qu'elle refusait de ne pas avoir. Son parrain lui offrait parfois un regard en coin, inquiet mais respectueux de sa force tranquille. Inès ne se plaignait jamais. Elle notait, elle classait, elle préparait. Elle savait que ses parents ne reviendraient pas vers elle ou, s'ils le faisaient, ce serait trop tard. Elle apprenait à ne plus attendre. Ses pauses d'apprentissage étaient rares, mais sacrées. Quelques pages d'un livre d'Albert Camus, une promenade dans les rues bordelaises qu'elle colorait de ses pensées muettes, ou simplement une tisane chaude entre deux tutoriels sur l'intelligence artificielle. Certains soirs, une larme glissait, discrète, le long de sa joue. Ce n'était pas de la faiblesse, mais un rite d'évacuation nécessaire. Il y avait de la solitude, oui, mais surtout une détermination qu'aucun hiver ne pouvait refroidir. Cette ténacité ne venait pas d'un désir de vengeance brute. Elle prenait racine dans quelque chose de plus pur et plus dur. Le refus de disparaître. Le refus d'être oublié. C'était chaque nuit, dans cette pâle lumière bleue d'écran, qu'Inès se reconstruisait. Code après code. Silence après silence. Vérité après vérité. Inès se tenait devant une boîte en carton, les doigts lents. Elle venait d'ouvrir un tiroir oublié du bureau de sa grand-mère, désormais laissé à l'abandon. Une pile de documents, lettres jaunies, relevés bancaires et postis griffonnés s'y entassaient. Sous une enveloppe au nom d'Élise Moreau, elle trouva ce qui deviendrait la première pièce centrale de son enquête, une attestation de virement initial du compte d'épargne créé à sa naissance. Le nom d'Inès y figurait en toutes lettres, avec la mention « Don familial à utiliser exclusivement pour les études supérieures d'Inès Moreau ». Son cœur battait plus vite, non pas de rage, mais d'une détermination froide. Elle photographia chaque page, scanna les signatures. Le soir même, elle appela sa tante Monique, la sœur d'Élise, longtemps tenue à l'écart des histoires familiales. « Je savais que ta grand-mère voulait t'assurer un avenir », murmura Monique, la voix voilée. En larmes discrètes, elle promit de lui envoyer une lettre manuscrite attestant de la volonté originale de leur mère. Inès dressa alors une ligne de temps. Au fil des semaines, elle décortiqua les transactions familiales, retraça les virements suspects, les mouvements entre comptes. Aidée de son parrain juriste, elle réussit à obtenir les preuves que l'argent avait été retiré juste après la dernière visite de Clara au consulat de Paris. Une coïncidence révélatrice. Les messages vocaux aussi furent précieux. Dans l'un d'eux, sa mère disait « Clara ne pourrait pas survivre à un échec. Inès se débrouillera, comme toujours. » Une phrase qui résonna longtemps dans la nuit, comme une gifle silencieuse au cœur. Puis, discrètement, elle mit en place un dossier numérique ultra sécurisé. Chaque preuve, chaque audio, chaque scan était classé avec soin. Elle ajouta des articles juridiques, des extraits de témoignages écrits, même des photos anciennes montrant leur grand-mère lors de l'ouverture du compte. Inès ne cherchait pas la vengeance immédiate. Elle traçait une vérité patiente, irréversible, indiscutable. Chaque pièce réunie formait le puzzle d'une trahison tissée dans l'ombre. Bientôt, ce serait sa version, la seule basée sur des faits, qui parlerait, et le clavier cliquetait doucement dans la pénombre, éclairé seulement par la lumière bleutée de l'écran. Inès, le visage tendu mais déterminé, ajustait une dernière balise Tumblr. Son site était prêt. Pendant des mois, elle avait tout préparé avec un soin méticuleux. Le fond était neutre, presque austère, mais chaque page contenait des fragments de vérité, des captures d'écran,
des extraits de conversations audio entre sa mère et l'oncle Guillaume, des relevés de compte indiquant les transferts illicites, tout vérifié par son parrain, qui s'était assuré que chaque mot publié soit juridiquement inattaquable. Elle n'avait mentionné aucun nom complet. Pas besoin. Les visages suffisaient. Le plus difficile avait été de réécouter certains messages vocaux. Sa propre voix, tremblante, demandant timidement « Est-ce que je peux garder assez pour mon loyer ?» suivi de la réponse glaciale de sa mère « Tu comprendras plus tard ». Et ce fut justement pour qu'on comprenne maintenant qu'elle mit en ligne ce site baptisé « Vérité occultée ». Elle attendit quelques jours. Puis, un matin, elle ouvrit l'application Instagram de Clara. La jeune femme posait aux Galeries Lafayette, habillée d'un manteau lilas extravagant, légendé « Merci à mes parents, mes anges investisseurs ». Inès copia le lien du site. Elle commenta anonymement une simple phrase « Et si on parlait aussi de la face cachée de cette réussite ?» Le lien suivait. En moins de 24 heures, le post explosa. Les partages s'enchaînèrent, les réactions également. Certains compatissaient, d'autres dénonçaient. Une chroniqueuse influente sur Twitter publia un thread complet, qualifiant l'affaire de « parasitisme familial toxique, trop fréquent mais rarement exposé ». Clara supprima les commentaires. Puis le post. Mais la toile avait déjà capturé l'ensemble. Inès n'éprouvait ni joie, ni tristesse. Seulement une étrange sensation de paix. Elle éteignit son écran, se leva et sortit respirer. L'air était frais. Pour la première fois depuis longtemps, léger aussi. Elle se disait qu'un éclat de vérité, lancé au bon moment, pouvait ébranler même les récits les mieux maquillés. Le site web était sobre, presque froid. En lettres noires sur fond ivoire, le récit d'Inès y déployait la chronologie méthodique d'une trahison familiale. Pas d'insultes, pas de drame surjoué. Seulement des faits, des documents authentiques, et une voix calme entrecoupée de silence pesant. Chaque élément était précautionneusement numéroté, extrait de testament de la grand-mère, relevé bancaire montrant les virements suspects, capture d'écran de messages vocaux où Élise parlait d'investir dans l'avenir artistique de Clara, en mentionnant expressément l'argent d'Inès. Le lien fut diffusé discrètement, posté depuis un compte anonyme, en commentaire d'une vidéo Instagram, où Clara exhibait fièrement sa première collection. Fière d'avoir été portée par ceux qui m'aiment depuis le début, écrivait-elle, entourée de leurs parents, souriant, dans un grand studio parisien. Ce commentaire, simple lien sans commentaire, passa inaperçu les premières heures. Puis un influenceur médiatique, attentif et curieux, le remarqua. Il clique. Il lit. Il partage. Et à partir de là, l'impact fut inévitable. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les réactions affluaient par centaines. Les utilisateurs étaient choqués non seulement par la situation, mais aussi par la maturité glaciale d'Inès. Ici, point de vengeance tapageuse. Juste une exigence de justice. L'histoire touchait parce qu'elle révélait une forme de violence douce, difficilement visible, celle de l'indifférence, du mépris subtil déguisé en affection. Rapidement, la page Instagram familiale fut envahie de commentaires. Comment osez-vous? Favoritisme n'est pas amour. Inès mère, hit 1000 fois plus que vos silences. Puis ce fut au tour de Clara. Une marque de prêt-à-porter annonce suspendre sa collaboration. Un magazine retire un article. Les likes se transforment en jugement, les émojis cœurs en flammes virtuelles. Pendant ce temps, Inès observait le tumulte de loin. Depuis Bordeaux, elle resta silencieuse, éteignit son téléphone. Elle n'avait rien à crier. La vérité suffisait. Ce soir-là, elle regarda le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entendue, et le tribunal était silencieux, presque solennel, comme figé dans une attente grave. Inès entra sans trembler, droite, vêtue sobrement. Ses pas résonnaient comme une mélodie d'achèvement. Sur le banc opposé, ses parents évitaient son regard, et Clara triturait nerveusement son chemisier griffé. Elle n'était plus l'enfant qu'ils avaient ignoré, elle était devenue l'anticipation de leur chute. Le juge, un homme au visage impassible, feuilleta le dossier, épais, ordonné, précis. Inès avait confié chaque ligne, chaque pièce à son avocat avec rigueur, relevé de virements bancaires, extraits sonores de conversation, capture d'écran de messages, où l'héritage apparaissait comme un petit sacrifice pour l'avenir artistique de Clara. À la barre, Inès parla calmement. Pas de larmes, pas de colère. Juste les faits. Elle raconta l'histoire d'une promesse volée, d'un compte d'épargne alimenté par une grand-mère aimante, et d'une disparition inexpliquée, jusqu'à cette nuit d'été, où elle découvrit la vérité.
Elle parla aussi de sa reconstruction, non pour attendrir, mais pour témoigner. Je ne demande pas la pitié. Je demande justice. Clara voulut protester quand vint son tour, mais ses mots sonnaient creux. Le juge l'interrompit rapidement. Il fallait se concentrer sur les actes. Et les preuves étaient irréfutables. Le verdict tomba. Claire, naît. Les parents devaient restituer l'intégralité de l'héritage, avec intérêt. Un délai de remboursement fut fixé. Le juge conclut en rappelant que détourner un bien destiné à un enfant au profit d'un autre demeurait une violation grave de la loi et de la morale. Inès ne sourit pas. Elle se contenta de soupirer doucement. Un poids venait de quitter sa poitrine. En quittant la salle, elle aperçut un journaliste qui la dévisageait, intrigué. Elle baissa les yeux et passa son chemin. Dehors, le vent soufflait doucement, soulevant quelques feuilles mortes sur les marches du palais de justice. Inès les regarda danser un instant. Ce n'était pas une victoire éclatante, ni une revanche jubilatoire. C'était la fin d'une illusion. Une fumée dissipée. Les cendres d'un passé devenu poussière. La lumière de fin d'après-midi baignait la maison familiale dans une chaleur douce, presque trompeuse. Inès se tenait devant la grille, une clé glaciale dans la paume. La même clé qu'elle avait portée pendant 19 ans comme le symbole d'un foyer, d'un amour que l'on croyait inconditionnel. Aujourd'hui, elle n'y voyait qu'un jet métallique, témoin muet d'un passé révolu. Le jardin était resté le même. Une balançoire rouillée oscillait doucement sous l'effet du vent. Son cœur battait, calme. Loin de l'agitation intérieure qu'elle aurait pu attendre. Pas de colère, ni de larmes, juste une certitude nouvelle. Elle n'avait plus rien à prouver ni à espérer. Son avocat, M. Delmas, l'attendait déjà dans la voiture stationnée un peu plus loin. Il n'avait pas posé de questions lorsqu'elle lui avait demandé ce geste symbolique. Il connaissait sa force tranquille, cette manière rare de clore les chapitres sans bruit mais avec dignité. Inès franchit les quelques marches du perron, plaça la clé dans une enveloppe noire, sobre. Elle la déposa dans la boîte aux lettres, sans trembler. Puis, elle se retourna. Pas un regard en arrière. Dans son sac, elle portait plus que ses affaires, elle portait sa résolution. Derrière elle, la maison n'était plus qu'un souvenir, un mur de silence que rien ne viendrait effondrer. Sa famille l'avait perdue le jour où elle avait choisi de sacrifier sa liberté pour une fille capricieuse. Aujourd'hui, c'était elle qui choisissait de partir avec ce qu'elle avait reconstruit, sa dignité, son autonomie. Son avenir. Bien plus qu'un retour triomphant, c'était une libération discrète mais entière. Elle n'avait ni crié, ni frappé. Elle avait simplement refusé de se plier. Le moteur de la voiture démarra doucement. À travers la vitre, le reflet d'Inès se dessinait, droite, paisible, presque lumineuse. Elle n'avait plus de maison ici. Et pourtant, elle n'avait jamais été aussi proche de se sentir chez elle, en elle-même. La clé était rendue. Et dans ce tout petit geste, c'est son propre cœur qu'elle avait enfin libéré. Le vent bordelais soulevait doucement les rideaux de la petite chambre mansardée où Inès s'était installée. Un calme nouveau, presque déroutant, régnait dans ce cocon improvisé chez son parrain. Ce silence, loin d'être vide, était empli de signification. Fini les cris, les reproches étouffés, les regards qui pèsent lourd. Ici, les non-dits avaient été remplacés par la concentration, la détermination et l'ébauche d'un nouveau souffle. Chaque matin, Inès se levait avant l'aube pour commencer son service au café du quartier. Elle nettoyait, servait et écoutait. C'était dans ces moments ordinaires, entre deux commandes, qu'elle apprenait le plus, les histoires du couple de libraires en face, les rêves brisés du serveur à mi-temps, les espoirs d'un livreur solitaire. Et peu à peu, elle comprenait. Chacun portait sa perte, chacun portait sa renaissance. Les soirs appartenaient au code. Elle tapait ligne après ligne avec l'intensité calme d'une combattante. Le monde numérique, binaire mais logique, lui offrait une clarté que sa vie réelle n'avait jamais su lui donner. Les lignes de code devenaient ses mots, ses cris, sa revanche discrète. Mais il n'y avait pas que l'apprentissage. Il y avait aussi le silence. Celui qu'elle cultive est, non comme un refuge, mais comme un choix. Pas un message à ses parents. Pas une réponse à Clara. Même ses anciennes amies ne savaient plus rien. Ce mutisme n'était plus un repli. Il était la fondation de sa reconstruction. Parler reviendrait à justifier qui elle était. Et elle n'avait plus rien à prouver. Le jour de ses 20 ans, son parrain lui offrit un petit carnet noir. Une simple page y était inscrite. Le bruit frappe, le silence transforme. Elle le lut sans mot dire, puis alla s'asseoir près de la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit paisible.
Elle n'avait plus rien à fuir. Sa vengeance avait déjà commencé, non par colère, mais par le choix du silence. Celui qui construit plutôt que de briser. Je me souviens du silence du matin, où j'ai quitté la maison. Pas de hurlements, pas de scène. Juste le bruit doux de la fermeture éclair de mon sac, un dernier regard posé sur les murs familiers, et mes pas légers sur le gravier de l'allée. Il n'y avait pas de place pour les larmes. Ce jour-là, j'ai compris que ma vengeance n'avait pas besoin d'être bruyante. Pendant longtemps, j'ai cru que la justice viendrait d'eux, de leur reconnaissance, de leur remords. Mais lorsqu'on m'a arraché mon avenir sous prétexte que j'étais forte, j'ai arrêté d'attendre. J'ai appris à compter sur moi-même, à devenir la main qui reconstruit, plutôt que celle qui supplie. Bordeaux a été mon refuge. Chez mon parrain, j'ai trouvé plus qu'un toit. J'ai trouvé une oreille, un soutien, un rappel que je n'étais pas folle d'espérer mieux. Le soir, après les heures de travail, je me plongeais dans le code, dans les lignes de texte qui, doucement, devenaient la clé de ma liberté. Je ne me vengeais pas par haine. Je bâtissais un monde où leur emprise ne pouvait plus m'atteindre. Le tribunal n'a été qu'un passage. Froid, précis, indiscutable. Voir le regard de mes parents se troubler devant l'épreuve n'a pas provoqué de joie. Juste un sentiment de calme profond. C'était fini. Ils ne pouvaient plus me nier, plus me voler. Mais le véritable triomphe n'est pas public. Il est silencieux, presque intime. Il est dans le regard d'un jeune que j'embauche, qui, comme moi, a dû se battre contre l'injustice et l'abandon. Il est dans chaque ligne de code que j'écris, chaque contrat que je signe sans craindre d'être trahi. J'ai souvent entendu que la vengeance détruit, mais la mienne m'a construite. Elle a été patiente, réfléchie, juste. Elle m'a rendu libre. Non pas libre de punir, mais libre de choisir une vie qui m'appartient entièrement. Et dans ce silence retrouvé, je souris. Parce que j'ai tout perdu, oui. Mais j'ai enfin gagné quelque chose de précieux, moi-même.